ces questions. Qu'est-ce qui se passe quand on est infecté? Quand on est infecté, l'organisme réagit en sécrétant des produits que l'on appelle anticorps en médecine. Et ces anticorps sont là pour lutter contre l'infection. Donc, quand on a une maladie qu'on appelle immunisante, c'est-à-dire pour lesquelles on ne refait pas de maladie, c'est que les anticorps qui sont produits sont des anticorps protecteurs. Et là, on ne sait pas si les anticorps produits au cours donc, de cette infection sont des anticorps protecteurs ou non. Donc il y a une étude, d'ici la fin du mois, je crois qu'on en saurait beaucoup plus sur la possibilité de refaire ou non l'infection. D'accord. Vous êtes président du comité de prise en charge du Covid-19 au Niger. Est-ce que le protocole de prise en charge qui a été instauré vous en tirez satisfaction? Oui, c'est sûr que nous avons adapté notre protocole de prise en charge sur, d'une part, les recommandations de l'OMS, et ces recommandations sont basées essentiellement sur ce que l'on appelle en médecine le traitement symptomatique, c'est-à-dire le traitement des symptômes, diminution, faire tomber la fièvre, si la personne a des problèmes respiratoires, c'est l'assister sur le plan respiratoire, apporter un confort de vie. À ce protocole de prise en charge de l'OMS, nous avons quand même décidé aussi de mettre en place des thérapeutiques un peu innovantes dont vous avez entendu parler, notamment le fameux protocole donc, qui a été développé par l'Université de Marseille. C'est-à-dire que nous, nos patients, sont sous chloroquine ou hydroxychloroquine au niveau donc, de tous les sites de prise en charge. Est-ce que la chloroquine est efficace en tant que mesure préventive? Oui, en fait, vous savez qu'actuellement, en médecine, on part sur des bases factuelles, sur des preuves. Actuellement, il n'y a aucune donnée qui nous permet de dire que la chloroquine permet donc de prévenir l'infection à coronavirus. Et je veux profiter vraiment de votre question justement pour interpeller un peu la population. Parce que nous avons vu que les gens sont en train de prendre la chloroquine pour essayer de prévenir. Il n'y a vraiment rien qui prouve que ça permet de prévenir l'apparition de la maladie. D'accord. Et on vous reproche du retard pour répondre aux appels pour investigation des cas qui présentent des signes. Pourquoi ce retard? Oui, c'est vrai que c'est un reproche qui est bien fondé. C'est une nouvelle affection qui est arrivée, qui est venue éprouver notre système de santé. Et ça nécessite en fait une logistique que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser. Vous savez, c'est pratiquement la seule maladie pour laquelle on vous demande de ne pas aller à l'hôpital, mais quand vous avez des signes, de rester à la maison. Donc ça nécessite qu'on mette en place des équipes mobiles qui doivent se déplacer pour aller voir les patients. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse tout pour pouvoir multiplier et mieux organiser donc nos équipes qui vont faire les prélèvements. Je pense que depuis le début de l'épidémie à maintenant, il y a eu quand même de gros progrès qui ont été faits en ce sens. Malgré tout, vous avez quelques problèmes quand même au niveau de la prise en charge. Quels sont-ils? Ah oui, ça, les problèmes, ça ne manque pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle maladie qui est venue éprouver nos systèmes de santé. C'est une maladie qui est venue nous rappeler qu'il faut respecter les précautions standards donc pour tout patient. Mais qu'en plus de ces précautions standards, il faut rajouter des précautions donc, de la transmission aérienne. Et donc, nos systèmes n'étaient pas prêts. On n'avait pas, par exemple, assez de masques, on n'avait pas assez d'équipements donc de protection individuelle, donc pour sécuriser les soignants. Parce que vous savez qu'une des grosses cibles de cette maladie, c'est quand même les soignants qui ne prennent pas de précautions avant d'examiner un patient. Et ces soignants, eux aussi, peuvent après retransmettre à d'autres patients quand ils ne prennent pas donc, de précautions, sans oublier qu'eux-mêmes aussi peuvent tomber malades et donc diminuer le nombre de, si vous me permettez le terme, soldats, donc pour lutter contre cette infection.
Et donc vraiment, nous aimerions avoir plus de matériel. Et ce matériel, ce n'est pas qu'il nous a été refusé, c'est qu'il y a même une disponibilité au niveau international, parce que c'est une pandémie. Et tout le monde, en fait, veut s'approprier, tout le monde veut acheter ce matériel. Des fois, même avec votre argent, vous n'arrivez pas à en avoir. Un autre grand problème qu'on rencontre, c'est que c'est une affection qui touche les poumons. Et donc, un des problèmes, c'est l'asphyxie. Et on a donc besoin de beaucoup d'oxygène et des appareils qui permettent de suppléer les poumons quand ils sont malades, qu'on appelle les respirateurs. Et là aussi se pose le même problème de disponibilité de ces machines au niveau même international. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord, nous avons déjà parlé de la distanciation. Maintenant, en quoi le port de la bavette peut prévenir la maladie? Oui, pour comprendre pourquoi on est obligé de porter donc le masque, il faut comprendre les modes de transmission. Tout à l'heure, je vous ai dit comment ça se transmettait, donc par les gouttelettes. Et donc, quand le patient porte un masque, il ne peut plus émettre les gouttelettes, enfin, ça ne va pas très loin. Donc, ça reste dans le masque. Maintenant, quand on ne sait pas qui est malade et qu'on se promène dans la rue aussi, on peut tomber sur quelqu'un qui est malade, soit qui est en incubation, c'est-à-dire où il n'a pas encore de signes, mais il a le virus, soit que c'est un porteur asymptomatique de la maladie. Donc si on porte un masque en contact de cette personne, si elle tousse ou bien qu'elle parle, on a très peu de chances donc d'avoir le virus dans ses voies aériennes. D'accord. Dernière question, professeur. Quel est le test que vous utilisez pour la détection du Covid-19 et quelle est sa fiabilité? Le test utilisé, c'est un test de biologie moléculaire. C'est un test qui permet de mettre en évidence une partie de l'ARN. Donc une partie spécifique de l'ARN dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que c'est un virus à ARN. Donc ce test permet de mettre en évidence l'ARN, qui est le matériel génétique du virus. Donc c'est un test qui est hautement fiable. Mais sa fiabilité est conditionnée par des événements extérieurs, tels que la qualité du prélèvement. C'est un prélèvement qui se fait au niveau, donc, on met un écouvillon au niveau du nez et on doit l'enfoncer assez profondément pour toucher la paroi postérieure du pharynx. Et donc quand le prélèvement n'est pas bien fait, il n'est pas assez profond, on peut faire le prélèvement et ressortir sans virus, alors que le virus est là. Donc vous voyez, c'est un des écueils. Ou bien quand on fait le test très tôt, avant que le virus soit dans le nasopharynx, mais commence à se multiplier dans le nasopharynx, ça peut fausser les résultats. Et quand on fait parfois aussi le test très tardivement, c'est possible parce que le virus, après avoir s'être multiplié dans le nasopharynx, il descend dans les poumons. Donc on peut ne pas les avoir. Donc c'est ça les écueils à la fiabilité du test, mais sinon techniquement c'est un test qui est hautement fiable. D'accord. Quelques conseils d'usage peut-être, professeur? Je pense que c'est le conseil que vous prodiguez, je crois, tous les jours. C'est très important la distanciation sociale, il faut que les gens la comprennent, d'accord? Et ce que nous on voudrait, c'est vraiment une adhésion de la population face à ces mesures-là. Il est très important de respecter la distance de 1 mètre, comme on l'a dit. Donc on comprend pourquoi. Parce que les produits de sécrétion ne dépassent pas 1 mètre. Donc quand vous êtes devant quelqu'un, vous ne savez pas s'il est malade ou pas, mieux vaut ne pas trop vous approcher de cette personne. Le port du masque, je vous ai expliqué en quoi c'est très très important de le faire. Mais il y a une mesure barrière aussi très importante dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est se laver régulièrement la main avec du savon, ou bien quand on a la possibilité d'avoir le gel hydroalcoolique, d'utiliser. Pourquoi? Parce que quand un patient émet le virus, ça peut tomber sur les surfaces. Et donc en posant les mains dessus, on rapproche souvent la main de la figure sans s'en rendre compte. On peut favoriser donc la transmission du virus. C'est pour ça qu'on demande de bien se laver les mains
et ou au savon ou avec une solution hydroalcoolique. D'accord. Merci, professeur Eric Adéoussi. Vous êtes spécialiste en maladies infectieuses, PCA du CERMES, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et de la santé de l'Université de Niamey et président du comité de prise en charge du Covid-19 au Niger. Merci pour toutes ces explications.